voudrais peut-être commencer par un très bref rappel d'ordre historique. Pendant des années, le droit à l'alimentation a été présent certes dans les textes, il figurait déjà à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il a été oublié, omis, n'a pas été considéré comme un instrument utile pour les gouvernements tentant de réduire la faim et de la malnutrition. Et même lorsque le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été adopté en 1966, entré en vigueur 10 ans plus tard, en 1976, le droit à l'alimentation demeurait relativement peu concret aux yeux des gouvernements et n'était pas généralement invoqué lorsqu'on parlait de politique agricole et alimentaire. Si on regarde par exemple les travaux du premier sommet mondial sur l'alimentation qui a eu lieu en 1973, le droit à l'alimentation n'y figure en fait pratiquement pas. Les choses ont changé à partir du début des années 1990. Et elles ont changé notamment à la suite de travaux mettant en lumière que les progrès que l'on faisait en matière de production agricole, l'augmentation de la disponibilité de calories par tête d'habitant ne suffisait pas à réduire la faim de manière durable, les chiffres de la faim demeurant très élevés. Et les gouvernements ont dû se poser la question de savoir pourquoi ces politiques misant sur l'augmentation de l'offre, sur l'augmentation de la production pour réduire la faim, au fond n'arrivaient pas à éradiquer la faim et la malnutrition. Et parmi les travaux qui ont inspiré leur réflexion, il y a, comment ne pas le citer ici, les travaux de l'économiste indien Amartya Sen, qui publie en 1981 un ouvrage majeur qui s'appelle « Pauvreté et famine ». Poverty and Famines, an essay on entitlement and deprivation. Cet ouvrage est majeur parce que Amartya Sen examine les 4 grandes famines du XXe siècle, en commençant par la famine du Bengale occidental, devenu le Bangladesh par la suite en 1943-1944, 4 millions de morts. Et Amartya Sen montre que les famines, celle-là et puis celle du Sahel dans les années 70, ont eu lieu, bien que les récoltes aient pu être aussi bonnes qu'en moyenne, voire meilleures qu'en moyenne. Et les famines ont eu lieu parce que certains groupes de la population ont perdu leur capacité à avoir accès à un revenu suffisant leur permettant d'acheter sur les marchés la nourriture disponible, et les gouvernements ne sont pas venus au secours de ces groupes marginalisés en raison de certains phénomènes tantôt climatiques, tantôt certaines crises économiques. Au fond, Amartya Sen montrait dans ce livre que la question de la reddition des comptes par les gouvernements, la question de la démocratie et de l'obligation pour les gouvernements de faire des choix en fonction des intérêts de la population était tout à fait décisif pour la sécurité alimentaire, pour réduire la faim et la malnutrition. Et du coup, quand les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis en 1976 pour le second sommet mondial sur l'alimentation, ils ont adopté un plan d'action qui, notamment, demande aux organes compétents des Nations Unies de clarifier le contenu du droit à l'alimentation dont on se rendait compte, grâce notamment aux travaux d'Amartya Sen, qu'il était particulièrement important, non pas comme symbole seulement, mais comme outil pour que les politiques de sécurité alimentaire réussissent et pour que les plus défavorisés, les plus marginalisés bénéficient des efforts des gouvernements. Il ne suffit pas, en d'autres mots, de produire plus, il faut encore prendre en compte les questions de justice distributive, de justice sociale, pour que les politiques de sécurité alimentaire réduisent la faim et la malnutrition. Les travaux, à partir de 1976, ont progressé assez vite, parce que, dans l'intervalle, un juriste, le Norvégien Asbjørn Eide, avait mis en avant, au fond, une certaine lecture du droit à l'alimentation qui a paru extrêmement commode à utiliser dans les travaux qui ont suivi ce sommet mondial sur l'alimentation. Asbjørn Eide a été sollicité en 1980 par le ministère norvégien des Affaires étrangères
pour réfléchir à la manière dont les droits de l'homme pouvaient être mieux pris en compte dans les politiques de coopération et développement de la Norvège. Et il s'est interrogé sur la manière de faire passer le message des droits de l'homme dans ces politiques, et il s'est dit, au fond, essayons d'examiner comment les droits de l'homme se rapportent au marché. Je simplifie son raisonnement. Il aboutit à cette conclusion que les droits de l'homme imposent 3 types d'obligations au gouvernement. Une obligation de ne pas s'ingérer dans la jouissance des droits, obligation de respecter les droits. Deuxièmement, une obligation d'intervenir pour protéger les victimes d'atteintes aux droits de l'homme lorsque ce sont des acteurs privés qui causent ces atteintes. C'est ce qu'on appelle l'obligation de protéger le gouvernement. Et puis, il y a l'obligation de réaliser ou de donner effet aux droits de l'homme, qui suppose des politiques de moyen et de long terme visant à rendre plus effective la jouissance des droits de l'homme par des politiques budgétaires, réglementaires, etc., qui exigent des gouvernements un investissement continu. Obligation de respecter, protéger, réaliser, ce triptyque des obligations étatiques a paru extrêmement utile ensuite à la clarification du droit à l'alimentation. Et Ashburn Hyde lui-même avait mis l'accent sur le droit à l'alimentation comme membre de la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies, ce groupe de 26 experts indépendants à l'époque qui assistait la commission des droits de l'homme et dont Emmanuel Decaux était un des membres d'ailleurs. Ashburn Hyde a fait 2 rapports sur le droit à l'alimentation utilisant cette typologie des obligations étatiques. Du coup, il a été assez facile au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, en 1999, d'adopter une observation générale, l'observation générale numéro 12, sur le droit à l'alimentation, clarifiant le contenu du droit à l'alimentation comme impliquant des obligations de respecter, protéger et réaliser pour l'État. Et lorsque le sommet mondial sur l'alimentation s'est réuni en 2002, ce qu'on appelle le sommet mondial plus 5, en principe ça devait avoir lieu en 2001, 5 années après le sommet de 1996, on a lancé des négociations sur un autre texte très étroitement aligné sur l'observation générale numéro 12, que sont devenues les directives volontaires à l'appui de la concrétisation progressive du droit à l'alimentation dans un contexte de sécurité alimentaire nationale. C'est un long titre, ça traduit le fait que même le titre a été négocié par des gouvernements extrêmement soucieux de ne pas trop concéder au droit à l'alimentation. Mais finalement, ce texte est remarquable parce que, adopté par le Conseil de la FAO en 2004, c'est le premier texte négocié selon un processus intergouvernemental qui clarifie dans le plus grand détail le contenu d'un droit économique et social. Et ces directives volontaires continuent d'être régulièrement invoquées. Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, d'ailleurs, dans quelques mois, en 2014, va faire un bilan de la mise en œuvre de ces directives volontaires à l'occasion de la 40e session qu'il va tenir en octobre 2014. Et les gouvernements vont donc devoir s'expliquer sur le suivi qu'ils ont donné à ces directives volontaires. Et donc on a, au fond, vu le droit à l'alimentation se développer de manière spectaculaire au cours des 15 dernières années. On peut vraiment dire que c'est à la fin des années 1990 qu'il a pris son envol et qu'il est devenu un outil concret. Aujourd'hui, quels sont les enjeux ? Les enjeux ne sont plus des enjeux théoriques de clarification de la signification du droit à l'alimentation. On comprend aujourd'hui ce qu'il veut dire. Les gouvernements comprennent beaucoup mieux ce qu'il est attendu d'eux qu'ils fassent au nom du droit à l'alimentation. Par contre, la question de la mise en œuvre effective demeure posée. Et ici, je dirais qu'il y a au fond deux modèles ou 2 trajectoires que l'on peut identifier. Il y a une première trajectoire qui caractérise certains États où les juridictions ont joué un rôle tout à fait important dans la mise en œuvre du droit à l'alimentation. Je parle ici sous le contrôle de Diane Roman, qui a beaucoup étudié la question de la justiciabilité des droits sociaux. Donc, au risque d'empiéter un tout petit peu sur ce que Diane va dire, quelques mots quand même sur ce que les juridictions ont pu faire. Le premier modèle, c'est celui d'États où c'est le juge qui a pris l'initiative, au fond, de donner vie et corps au droit à l'alimentation. Quelques exemples pour situer concrètement les choses. En Afrique du Sud, une loi est adoptée qui veut préserver les ressources halieutiques, éviter la surpêche. Et cette loi, en substance, prévoit que des pêcheurs
doivent obtenir des quotas, des droits de pêcher, pour éviter qu'ils n'épuisent les stocks de poissons disponibles. Mais on ne prend pas en compte, dans la manière dont cette loi est faite, les intérêts des petits pêcheurs artisanaux qui ne sont pas enregistrés, qui font ça pour, au fond, compléter leur ordinaire, qui font ça de manière occasionnelle, plus ou moins comme instrument de subsistance plutôt que comme profession commerciale. Et ils se plaignent devant les juridictions sud-africaines que leurs intérêts n'ont pas été pris en compte, le système de quotas n'a pas été conçu pour eux. Et les juridictions interviennent en disant qu'il faut refaire la loi, la refaire de manière à prendre en compte les intérêts des petits pêcheurs traditionnels et rendre possible la poursuite de cette activité essentielle pour la subsistance des populations vivant à proximité des côtes. Et en 2012, l'Afrique du Sud a adopté une version révisée de cette loi prenant en compte ces intérêts des pêcheurs traditionnels. Deuxième exemple, c'est une ordonnance de la Cour suprême du Népal qui, en 2008, a été sollicitée pour étendre un programme d'aide alimentaire à l'ensemble du territoire du Népal parce que l'aide alimentaire ne touchait que certains districts et laissait de côté d'autres districts pour des raisons que le gouvernement n'avait pas la possibilité de justifier. Et la Cour suprême a donc obligé le gouvernement à étendre à l'ensemble du territoire national ce programme d'aide alimentaire pour ne pas laisser dans leur détresse des populations manquant de tout et notamment de denrées alimentaires nécessaires à leur subsistance. Et c'est un arrêt tout à fait important de 2008 qui montre que des juridictions peuvent intervenir pour ordonner au gouvernement de fournir une aide alimentaire dans des cas comme celui-là. Troisième exemple, et c'est le plus important et le plus remarquable, c'est celui de la Cour suprême indienne. Et ici, c'est sous le contrôle de Rajagopal que je vais parler, Rajagopal qui défend les droits des sans-terre en Inde, mais qui suit de très près la campagne dite Right to Food Campaign, la campagne sur le droit à l'alimentation, conduite par un réseau d'ONG indiennes. Et tout a démarré lorsque, en 2001, Jean Drèze, un collaborateur d'Amartya Sen, et des ONG indiennes ont été scandalisés de voir qu'au Rajasthan, un des États les plus pauvres de l'Inde, des réserves alimentaires existaient, mais que le gouvernement n'intervenait pas pour fournir une aide alimentaire ou écouler des denrées alimentaires à bas prix sur les marchés, alors même que les prix étaient trop élevés pour les plus pauvres. La disette menaçait, la famine menaçait, et le gouvernement ne faisait rien avec ses stocks disponibles. Et cette coalition d'ONG, défendue par un avocat qui s'appelle Conlin Gonzalez du Right to Food, du Human Rights Network, la Cour suprême est intervenue pour ordonner au gouvernement de libérer ses stocks, d'écouler des denrées alimentaires sur les marchés à des prix abordables pour les plus pauvres. Mais la Cour ne s'est pas tenue à cela. Elle a continué de s'investir dans la réalisation du droit à l'alimentation, délivrant depuis 2001, l'affaire est toujours en cours aujourd'hui, 12 ans après qu'elle fut entamée, délivrant depuis 2001 pratiquement une centaine d'ordonnances qui visent à améliorer sur toute une série de points les programmes sociaux que les différents gouvernements de la Fédération de l'Inde, de l'Union indienne, ont mis en œuvre pour protéger les gens contre la sous-alimentation et la malnutrition. Au total, 8 programmes sociaux, parmi lesquels le programme de mise au travail des personnes n'ayant pas d'autres sources de revenus dans les zones rurales, le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, un programme qui vise à aider les femmes enceintes et allaitantes, un programme de repas alimentaires dans les écoles, etc. Sur tous ces programmes, qu'a fait la Cour suprême? Elle est intervenue pour dire que ces programmes mettent en œuvre l'article 21 de la Constitution indienne qui garantit le droit à la vie. Ce sont donc des programmes qui doivent être universalisés, étendus à l'ensemble du territoire et doivent être améliorés dans la manière dont ils sont mis en œuvre, notamment pour éviter de la discrimination, de la corruption. Et donc, elle a pris l'initiative
de contrôler la mise en œuvre de ces programmes en constatant que ces programmes, en fait, mettaient en œuvre le mandat de la Constitution. Et c'est tout à fait remarquable parce que le juge s'est vraiment transformé ici en ingénieur social, complétant le travail du législateur, sans tout à fait se substituer à lui, mais renforçant, bétonnant, constitutionnalisant des programmes sociaux visant à garantir le droit à l'alimentation. La Cour suprême a été soutenue par les ONG, elle a été soutenue par 2 commissaires de la Cour qu'elle a nommés pour surveiller le respect de ces ordonnances, de manière telle que quand ces ordonnances sont violées, elle est alertée par ce réseau décentralisé d'ONG qui surveille le bon déroulement, la bonne mise en œuvre de ces programmes sociaux dont la Cour a déclaré qu'ils avaient valeur constitutionnelle. C'est un programme tout à fait remarquable et qui aujourd'hui a débouché en septembre dernier sur l'adoption d'une loi, le National Food Security Act, adopté donc cet été en Inde, qui en quelque sorte traduit sous forme législative une série des avancées jurisprudentielles permises par ce right to food case développé devant la Cour suprême indienne, et qui, et c'est intéressant dans le contexte des débats d'autres tables rondes, est aujourd'hui attaqué, ce programme législatif, parce que le soutien que cela vaut aux petits agriculteurs indiens qui, dans le cadre de ce programme d'aide alimentaire étendu à 2/3 de la population indienne, 800 millions de personnes, ces petits producteurs voient acheter leurs récoltes à des prix au-dessus du prix du marché. C'est une forme de subside que le gouvernement indien, en fait, donne à ses agriculteurs, et c'est maintenant quelque chose qui est attaqué devant les instances de l'OMC, parce que l'Inde irait au-delà des subsides qu'il pourrait accorder à ses agriculteurs. Ce qui montre bien parfois comment la discipline du commerce international peut réduire la marge de manœuvre des gouvernements dans la mise en œuvre de tels programmes. Donc ça, c'est une première voie, un premier modèle, celui où les juridictions ont pris l'initiative, et j'ai cité les exemples d'Afrique du Sud, du Népal et de l'Inde. Il y a un deuxième modèle, qui est celui développé notamment en Amérique latine de manière tout à fait remarquable, et qui a démarré au milieu des années 2000. À l'initiative d'abord du Guatemala et du Brésil en 2005-2006, notamment parce que le gouvernement de Lula da Silva, arrivé à la présidence brésilienne le 1er janvier 2003, a fait de la réduction de la malnutrition infantile une de ses priorités avec le programme Fome Zéro que vous connaissez. À partir du Guatemala et du Brésil, toute une série d'États de la zone d'Amérique latine ont adopté des stratégies nationales visant à réaliser le droit à l'alimentation et ont adopté des lois cadres, au fond définissant une structure institutionnelle garantissant que ces stratégies nationales visant à réaliser le droit à l'alimentation vont être développées de manière participative, avec la participation des ONG, de la société civile, et de manière interdépartementale, avec la collaboration combinée de différents départements ministériels. Le Brésil et le Guatemala ont adopté des lois cadres en matière de droit à l'alimentation, respectivement en 2006 et en 2005. D'autres pays ont suivi, le Nicaragua, le Guatemala, j'ai cité le Guatemala, le Venezuela et d'autres encore, et plus récemment le Mexique. Et tout cela a été facilité, très largement encouragé par le bureau régional de la FAO à Santiago de Chile, qui a mis en œuvre ce programme qui s'appelle Latin America y Caribe Sin Hambre Initiative, donc l'initiative Amérique latine et Caraïbes sans la faim, qui a été extrêmement efficace pour stimuler l'action des parlements et des gouvernements dans ce domaine. À la tête du bureau régional de la FAO à l'époque se trouvait José Graziano da Silva, devenu aujourd'hui directeur général de la FAO, qui continue d'investir dans la mise en œuvre du droit à l'alimentation à la tête maintenant de la FAO. Alors, c'est tout à fait intéressant. Le dernier exemple en date de cette vague de réformes législatives, de cette vague de stratégie nationale adoptée sur base de ces lois cadres visant à réaliser le droit à l'alimentation, le dernier exemple en date est celui du Mexique. Le Mexique, avec l'arrivée à la présidence de Enrique Peña Nieto, a adopté une nouvelle initiative qui s'appelle
la croisade contre la faim, qui repose sur un décret exécutif établissant un programme Sin Hambre, un programme visant à éradiquer la faim, et qui, sur le modèle de ce qui s'est fait ailleurs, en Amérique latine et centrale, prévoit que les différents départements ministériels mexicains vont collaborer à travers des plans d'action qui vont être développés et coordonnés par le ministère du Développement social. Et ces plans d'action vont être inspirés par des initiatives locales, puisque toutes les communautés du pays sont invitées à établir des comités locaux pour identifier ce qui, à partir des ressources locales, peut améliorer la situation de la faim, de la malnutrition dans le contexte où ces comités sont établis. Je n'ai pas le temps de développer ce qui se fait au Mexique, mais ce serait très intéressant de voir comment, dans un pays comme celui-là, les initiatives locales donnent, au fond, identifient les priorités, et le gouvernement fédéral mexicain s'engage à soutenir ces initiatives locales, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant que des initiatives plus top-down qui sont descendantes plutôt que inspirées par des comités établis à l'échelle des municipalités. Alors, à quoi servent ces stratégies nationales et quelle est leur valeur ajoutée? Je dirais que les avantages de ces stratégies nationales, essentiellement, peuvent se résumer de la manière suivante. D'abord, elles permettent une coordination intersectorielle, interdépartementale. La réalisation du droit à l'alimentation dépend non seulement du ministère de l'Agriculture, non seulement du ministère de la Santé, non seulement du ministère de l'Éducation ou du Développement rural. La réalisation du droit à l'alimentation dépend de ce que tous ces ministères travaillent ensemble de manière coordonnée et harmonisée. Par exemple, si on veut que les cantines scolaires s'approvisionnent auprès des producteurs locaux en donnant en même temps des emplois aux personnes qui vont être employées dans ce réseau de cantines scolaires, il faut impliquer le ministère de l'Éducation, qui a la responsabilité des écoles, le ministère de l'Emploi, qui a la responsabilité de créer des emplois, le ministère de l'Agriculture, qui a la responsabilité d'équiper les producteurs pour qu'ils puissent satisfaire à cette demande du réseau des cantines scolaires. Et donc il faut, rien que pour un programme comme celui-là, que plusieurs ministères collaborent entre eux, et ceci est vrai pour toute une série de politiques qui visent à réaliser le droit à l'alimentation. Donc cette coordination interministérielle est tout à fait essentielle. C'est un premier avantage de ces stratégies que de les encourager et que de les favoriser. Deuxième avantage, c'est que ces stratégies sont adoptées sur une base participative. Ce sont les organisations de la société civile, ce sont les représentants des plus pauvres, ce sont les représentants des affamés qui vont identifier les obstacles que les personnes rencontrent dans l'accès à l'alimentation et qui vont au fond formuler des recommandations que le gouvernement ensuite va devoir prendre en compte dans l'élaboration de sa stratégie. Le cas du Brésil est exemplaire à cet égard. Le Brésil a établi un Conseil national de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, CONSEA, l'acronyme portugais, et le CONSEA est composé pour 2/3 d'entre ses membres de membres de la société civile, 1/3 sont des délégués des gouvernements, et CONSEA fait des recommandations qui sont étudiées, prises en compte par une chambre interministérielle, une task force interministérielle constituée au sein du gouvernement qui va mettre en œuvre ces recommandations. Et ceci non seulement assure que les stratégies nationales seront bien informées par les besoins les plus pauvres, ça signifie aussi que les ONG vont surveiller la mise en œuvre de ces stratégies, puisque étant co-auteurs de ces stratégies, elles ne vont pas, ces ONG, s'en désintéresser. Le gouvernement va donc non seulement faire des promesses, mais encore se sentir tenu de respecter ces promesses, puisque les ONG vont être des partenaires actifs, impliqués, intéressés à faire le suivi des stratégies que le gouvernement s'engage à adopter et à financer. Alors, un troisième avantage de ces stratégies, c'est qu'elles obligent le gouvernement à rendre des comptes, à faire rapport régulièrement sur les progrès réalisés, à adopter des indicateurs permettant de s'assurer que l'on avance à un rythme satisfaisant dans la bonne direction. Et ces stratégies nationales sont au fond comme un outil de gouvernance, une manière de rendre justiciables des droits
qui sont à réalisation progressive. Très longtemps, on a pensé que les droits économiques et sociaux requérant du temps et des budgets pour être mis en œuvre ne pouvaient pas faire l'objet d'un contrôle indépendant. Mais dès lors qu'on dit au gouvernement qu'il doit adopter une stratégie et mettre en œuvre ces stratégies en respectant le calendrier qu'il s'est fixé, les droits à réalisation progressive deviennent, au fond, des droits susceptibles de faire l'objet de contrôle, y compris de la part de juridictions. Et donc cette reddition des comptes dans le suivi des progrès fait partie des avantages que ces stratégies nationales comportent. Je termine, sans trop oser regarder notre président, je termine en posant la question qui continue je crois, de me préoccuper et qui continue d'être une vraie question pour les chercheurs qui veulent se consacrer à ces matières dans les facultés de droit de France et d'ailleurs. Et la question est la suivante. Comment mesurer l'effectivité du droit à l'alimentation dans le succès des politiques de sécurité alimentaire? Si l'on mettait, si vous voulez, côte à côte, deux cartes du monde, l'une montrant les pays où des progrès significatifs ont été réalisés dans la réduction de la faim de la malnutrition, une autre carte identifiant les dispositifs institutionnels qui ont été mis sur pied, les stratégies nationales qui ont été adoptées, les lois cadres qui ont été adoptées, la consécration du droit à l'alimentation dans la Constitution, pourrait-on montrer une corrélation entre les dispositifs institutionnels, la gouvernance du droit à l'alimentation d'un côté et d'un autre côté, la réduction de la faim de la malnutrition? Ce genre d'exercice, qui d'ailleurs devrait aller au-delà de l'identification de corrélations pour montrer des causalités à l'œuvre, est difficile à effectuer, mais me paraît tout à fait essentiel. Si on mettait face à face ces deux cartes, on verrait certains pays qui ont fait des progrès sans du tout se soumettre au contrôle de leur population, sans du tout fonder ces progrès sur le droit à l'alimentation. Pensez à la Chine, pensez au Rwanda par exemple. Et on verrait des pays qui, à l'inverse, ont sur papier des dispositifs intéressants, des lois cadres remarquables, des organes qui permettent la participation de la société civile, mais sont incapables d'avancer. Le Guatemala est un exemple. Le Guatemala est un des premiers pays d'Amérique latine à avoir adopté une loi cadre en matière de droit à l'alimentation en 2005. Et c'est un pays où les taux de malnutrition infantile demeurent très élevés, où la discrimination contre les populations autochtones demeure très forte et où l'inégalité dans l'accès à la terre demeure source de scandale. Mais le droit à l'alimentation est consacré dans les textes. Entre ces deux cas, on a des pays, malgré tout, où le droit à l'alimentation a permis de faire des progrès importants en favorisant la participation de la société civile à la définition des politiques, en soumettant le gouvernement à un certain contrôle de la part de l'opinion publique, en définissant la réalisation du droit à l'alimentation comme une priorité nationale définie comme telle au plus haut niveau du gouvernement. Mais je pense que là, il reste un travail important à faire, à démontrer la valeur ajoutée du droit à l'alimentation dans le succès des politiques de sécurité alimentaire. C'est un travail difficile à faire qui réclame que les juristes acceptent au fond, de faire aussi une démarche plus empirique établissant ces corrélations. Et c'est à ce travail que je vous invite dans les années qui viennent. Je vous remercie.